Donc là, on est vraiment dans le bunker. C'est ici que sont les cuisines, les réserves d'eau et également tous les outils pour filtrer l'air et les particules radioactives si c'était le cas. Le but de ces abris, c'est de protéger contre les bombes. Puis la pire qui pourrait être, c'est une bombe atomique. On arrive dans le local machine, puisqu'on a une génératrice pour garantir nos 15 jours d'autonomie. Ça va faire un bruit du diable, c'est des moteurs de bateau, voilà. En fait, on a des bandes rétro-réfléchissantes dans tout l'ouvrage et puis des lampes de secours. Donc si on a une panne de courant, ça permet de continuer à y voir clair le temps de mettre en route la génératrice. On a coupé le courant, donc ça a simulé une panne et la génératrice a pris le relais, on est en autonomie. Alors ça veut dire qu'on produit tout seul notre courant, qu'on utilise notre eau, on n'a pas du tout besoin des ressources extérieures. Question, je suis français, est-ce que les frontaliers peuvent passer la frontière pour se réfugier dans des abris suisses ? Dans une période où on parle régulièrement des risques d'un nouveau conflit, je me suis demandé qu'est-ce qui se passerait en cas de menace d'attaque nucléaire. Pour le savoir, je me suis rendu en Suisse. Ici à Lausanne, on s'en doute pas forcément, mais un peu partout dans la ville, il y a des abris de protection anti-atomique. On en compte plus de 370 000 dans le pays, ce qui fait de la Suisse les champions du monde des bunkers. Demain, s'il y a une attaque nucléaire, la totalité de la population suisse peut rentrer sous terre pour se protéger. Alors là, on arrive dans le parking souterrain de Beaulieu. C'est le parking du centre de congrès et le dernier sous-sol de ce parking, le niveau 4. C'est un abri public et cet abri public, il permet d'accueillir 3408 personnes. Bonjour, on descend au dernier sous-sol. Hein. Pas de souci. Merci. Là, on va arriver dans l'abri, c'est assez impressionnant. Je ne m'attendais pas du tout à arriver dans un parking qui ressemble à un parking classique de centre commercial. C'est assez troublant comme moment. Donc nous voilà dans un abri public. Et donc c'est dans cet espace, à la place des voitures, qu'il y aurait des lits pour la population. Un dortoir avec des lits à 3 étages, en ferraille, on va aller les voir, ils sont stockés. Et puis en fait on peut installer 3400 lits, c'est vraiment un grand dortoir de 6000 m². J'arrive pas à m'empêcher d'essayer d'imaginer à quoi ça ressemblerait en cas d'attaque et de mobilisation. Il faut imaginer que là, partout autour de moi, il y aurait des lits partout. Ça serait une configuration totalement différente. Ici, c'est ce qu'on appelle un volet blindé. Et puis en fait, ce volet blindé, il permet en fait de rendre étanche l'abri. C'est un mur aujourd'hui qui permet de laisser passer les voitures, mais en cas d'occupation, on doit fermer ce mur. Les têtes de colonne ne sont pas les mêmes que dans le reste du parking, parce que c'est consolidé pour pouvoir tenir le poids du parking en cas d'effondrement. Voilà, il y a les détails qui ne trompent pas, c'est les soupapes de surpression. En cas d'explosion, ça permet d'éviter de générer des dommages à l'intérieur de l'abri. Comment ça se passerait justement en cas d'alerte? Qu'est-ce qui se passe concrètement si demain il y a une attaque? Alors ça ne sera pas demain, puisqu'en général, il faut qu'on soit dans une situation de conflit armé. Donc en cas de décision de la part des autorités fédérales d'occuper les abris, on doit déjà les préparer. Donc c'est pour ça qu'on a 5 jours pour le faire environ. Et puis pour ça, dans un abri comme ça, on va devoir monter des lits. Donc dans différents endroits de l'abri, on conserve des lits. C'est le cas ici par exemple, où on a... un des SAS qui a été condamné, qui ne sert pas actuellement à l'accès, mais qui nous permet en fait de stocker les structures de lit. Pour ça, il faut qu'on soit dans une situation de conflit armé. Il faut que le Conseil fédéral finalement décide très probablement de mobiliser l'armée. Et puis dans ce cas-là, la population serait informée qu'il faut préparer les abris. Et donc ça veut dire que tous ces espaces doivent être libérés. On y installe des lits et on est prêt à accueillir la population. Là, on va aller dans la partie technique qui est sous le parking. C'est ici que sont les cuisines, les réserves d'eau et également tous les outils pour filtrer l'air et les particules radioactives si c'était le cas. On va rentrer dans le local du groupe électrogène qui va fournir le courant à la cuisine et à toutes les installations techniques. C'est important d'être autonome dans ces ouvrages parce qu'ils sont d'abord conçus et pensés pour le conflit armé. Et dans un cas de conflit armé, on peut avoir des coupures de courant en raison de bombardements et donc il faut une autonomie en électricité pour survivre. Quand on pense au bunker, on pense souvent à un survivaliste au fond de son jardin. We've got a lot of stuff in here. We have about a year's supply of food here. Ou à un milliardaire qui s'est construit ça sous sa villa de luxe. Il faut savoir qu'en Suisse, c'est pas du tout une démarche individualiste. C'est vraiment une politique publique et il y a une place pour chaque Suisse réservée dans un abri quelque part dans le pays. Continuez la visite par le local ventilation avec évidemment le tableau principal de contrôle électrique et
les filtres qui servent à filtrer toutes les impuretés. Les ouvrages ils sont prévus pour le conflit armé, c'est un abri anti-atomique, donc il doit pouvoir protéger des effets des bombes, mais aussi des gaz qui peuvent être utilisés dans les combats. Les gaz de combat, ils ont beau être interdits, on sait qu'ils existent, et puis la radioactivité, par exemple, en cas d'attaque avec une bombe atomique. C'est le principe du masque à gaz, en fait, du masque de protection, sauf qu'il est prévu pour l'ouvrage. Au lieu d'avoir un filtre devant notre nez, eh bien, on a une installation qui permet de protéger tous les occupants de l'abri. Une des raisons qui fait qu'il y a autant d'ouvrages de protection, c'est que la Suisse craignait une troisième guerre mondiale pendant la guerre froide et elle a énormément investi. Ever since World War II, the Soviets have been building their military strength. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 70, le budget de la défense suisse était équivalent à celui des États-Unis. Aujourd'hui, l'ensemble des abris de protection représente un patrimoine évalué à 12 milliards d'euros. Est-ce que vous, au niveau de la protection civile, vous vous tenez particulièrement prêt justement depuis le début du conflit ukrainien? Alors c'est intéressant parce que souvent ça a été remis en question au cours de l'histoire et souvent il y a eu des événements qui nous ont fait dire qu'il fallait peut-être pas remettre ça en question. Et quand ça a démarré le 24 février 2022, pour le canton de Vaud, c'est des milliers de téléphones qu'on a reçus de personnes qui voulaient savoir où était leur abri, qu'est-ce qu'il fallait faire en cas d'attaque nucléaire. Et puis après, ben voilà, le soufflet il est retombé, on en parle un petit peu moins, puis depuis quelque temps, c'est les Français qui s'intéressent de nouveau à nos abris, preuve en est ce reportage. Pour ceux qui veulent faire du fitness, quand il n'y a plus d'électricité. C'est une manivelle qui permet de mettre en route les ventilateurs de manière mécanique à la force de l'homme si par hasard il n'y a plus du tout d'électricité ni avec le réseau ni avec la génératrice de secours. Il y a 3400 personnes dans l'ouvrage, je pense qu'on va trouver assez de volontaires pour venir nous relayer. Ça a été pensé dans les détails. Et puis l'objectif c'est de survivre, donc tout ce qui aide à la survie, ma foi, est important dans cette installation. On va poursuivre. Et nous voilà dans la cuisine. Cuisine qui sert aussi de stockage pour tout ce qui est WC à sec. C'est un enjeu aussi ça, j'imagine. Ah, c'est un enjeu, oui, bien sûr. Dans ce cas-là, il n'y a pas de WC qui sont raccordés à l'égout, donc si on travaille avec des toilettes sèches, et ma foi, ce qu'on mange doit ressortir, pour dire les choses poliment. Donc, enfin voilà, je ne sais pas comment le dire. Non, mais enfin voilà, qui dit autonomie dit qu'on doit aussi être capable d'évacuer les déchets, et notamment les déjections humaines. Alors comme vous avez vu, je suis venu avec un sac, parce que j'ai vu que quand on arrivait dans les abris, il fallait venir avec plusieurs jours de denrées. Donc je voulais vous montrer un petit peu, voir si mon plan d'évacuation était conforme. Alors c'est juste, c'est pas prévu dans les abris publics que la population soit nourrie, donc c'est à elle de s'organiser et puis de prendre ses vivres. Alors du coup, dans mon sac, j'ai pris forcément de quoi dormir et tenir plusieurs jours. De l'eau, j'ai vu que sur le protocole que vous m'avez envoyé, c'était 9 litres d'eau. Oui, alors ici on a quand même un réservoir de 2400 000 litres. Mais tous les abris ne sont pas équipés d'une réserve d'eau. Les grands abris le sont, c'est le cas ici sur le site de Beaulieu où on a environ 4,5 litres par personne et par jour qui sont en réserve, mais ce n'est pas une règle absolue. Passeport, et après en termes de course, il faut tenir une semaine, c'est ça. Donc moi j'ai ramené vraiment plein de choses, j'ai des conserves pour plusieurs jours, des nouilles instantanées, des plats un petit peu comme ça, tout prêt. On voit la taille de la cuisine, là on peut pas se permettre de faire des recettes hyper élaborées, d'arriver avec un caddie de produits frais, j'imagine. Alors là c'est une cuisine pour 3400 personnes, donc on imagine bien qu'on va cuire de l'eau et puis qu'on va pas faire autre chose. Donc je pense que c'est assez juste d'avoir des produits comme ceux-là qui sont déjà prêts à manger fondamentalement, ou alors d'avoir du lyophilisé dans lequel il suffit de rajouter de l'eau. Alors après ça serait bien d'avoir une lampe. On recommande aussi en général d'avoir une radio. Toutes les personnes qui évidemment ont des traitements spécifiques ou des régimes spéciaux évidemment doivent être autonomes par rapport à ça. Là, c'est un sas de décontamination. Donc les personnes qui devraient rentrer dans l'abri une fois qu'il est occupé, en fait, doivent passer par un sas de rinçage. Et puis l'indication rinçage 4 minutes, en fait, ça correspond à un rinçage à l'air. Donc on va mettre beaucoup d'air à l'intérieur, de l'air propre. Et puis c'est censé rincer la personne pour lui enlever les particules radioactives ou chimiques si elle devait en porter sur ses vêtements.
En tant que citoyen, qu'est-ce qui se passe, grosso modo? Comment je suis averti? Alors en tant que citoyen, il y aura forcément une information qui devrait être faite à la population via les smartphones. Ça peut être l'emploi du réseau national de sirènes, d'alarme à la population, puis après ça peut se faire par d'autres canaux. Là, dans ce bunker, on compte 3408 places et dans la totalité de la Suisse, c'est plus de 9 millions de places en abri qui sont disponibles. C'est plus de 100% de la population du territoire. Et en fait, la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile précise en fait qu'on doit garantir une place protégée par habitant. Donc on parle bien des habitants, c'est pas forcément des gens qui ont la nationalité. En comparaison, la France ne pourrait abriter que 4% de ses citoyens. Malgré un pays où la population est 7 fois plus nombreuse, la France compterait 370 fois moins d'abris, avec environ 1000 bunkers dans le pays, dont 600 militaires et 400 privés, selon une estimation de la société de fabrication d'abris anti-atomiques Artemis. Donc là, on arrive au deuxième ouvrage de protection destiné vraiment à la protection civile, aux pompiers et à la police. On est au poste de commandement de Lausanne-Prélat, qui est un ouvrage de protection qui est destiné en fait à la protection civile et aux organisations de secours. De nouveau, c'est des ouvrages qui sont prévus d'abord pour le conflit armé, donc on peut les protéger des effets des bombes en cas de conflit armé. Et puis l'installation, en fait, elle est disponible, on peut l'utiliser en gestion de crise pour un événement du quotidien, si on a besoin d'avoir une infrastructure déportée. Et donc c'est pour ça qu'on a un poste de commandement qui est à jour, qui est prêt à déclencher et mettre en route dans l'heure, pour prendre les décisions, pour coordonner les secours et puis pour gérer la situation. Sur la ville de Lausanne, on a 12 constructions protection civile et 7 abris à Grand-Venne, à l'Ancien Stan, après là où nous sommes actuellement. Dans le canton de Vaud, on a une centaine d'ouvrages de ce type-là, à ce jour pour une population de 850 000 habitants environ. Comment est-ce que les gens savent quel ouvrage ils doivent rejoindre? Aujourd'hui, ils ne le savent pas. C'est-à-dire les personnes qui ont un abri privé dans leur maison, forcément, ils savent qu'ils en ont un, donc c'est facile. Pour ceux qui devraient rejoindre un abri public, la planification d'attribution, en fait, elle n'est pas faite. En fait, la raison à cela, c'est qu'il y a forcément des abris qui se désaffectent et puis des nouveaux abris qui apparaissent. Donc on n'a pas envie d'avoir un dispositif qui est figé et puis que le citoyen, il imagine qu'il sera dans tel ou tel ouvrage alors qu'en fait, il y en a peut-être un autre qui est plus proche de son domicile. Alors là, vous êtes dans ce qu'on appelle en fait le local d'état-major ou le TOC pour Tactical Operation Center en anglais ou traitement des opérations en cours. Et c'est en fait autour de cette table que les différents partenaires, les différents métiers seraient présents pour faire le suivi de situation. En fait, c'est un peu la salle de commande qu'on peut voir dans les films de guerre ou dans certaines séries télévisées où on a les différents métiers, les différents partenaires. Vous auriez la police, les pompiers, la protection civile, peut-être un représentant de l'autorité municipale, différents services techniques qui sont là pour prendre les décisions, pour faire la gestion de crise et puis pour coordonner les forces dans le terrain. Peut-être ce qui est important de préciser, c'est un ouvrage civil et donc on parle des forces civiles, hein. C'est pas un ouvrage militaire parce que c'est vraiment une infrastructure qui est protégée au sens des conventions internationales et du droit des conflits armés. Voilà d'autres locaux, des locaux pour le commandement et puis ensuite on quitte le poste de commandement. Nous voici maintenant dans le local engin où sont stockés tout le matériel d'intervention de protection civile. Sur la ville de Lausanne, on a fabriqué des trains d'intervention avec des remorques. Celle-ci, c'est une remorque éclairage avec des génératrices, des spots 1000 watts. S'il devait être utilisé en cas de conflit armé, ce local engin pourrait aussi servir à accueillir du matériel de partenaires, par exemple du matériel sapeur-pompier. Et donc là, on arrive en fait dans le casernement principal. L'ouvrage dans lequel on est à 230 lits, donc on a la possibilité d'accueillir 230 collaboratrices et collaborateurs. C'est des conditions de vie qui sont sommaires, mais l'objectif d'une construction de protection civile, c'est vraiment de pouvoir vivre, à la différence d'un abri public où l'objectif est de survivre. Donc il y a un confort très relatif, mais l'objectif c'est d'abord de travailler, d'apporter des prestations de secours, et là c'est vraiment un lieu de repos. Voilà les sanitaires, hein, donc c'est extrêmement sommaire. Quelques WC, quelques lavabos, enfin on n'est pas dans le confort du tout, mais enfin ça permet de faire sa toilette. Ce type d'ouvrage, donc une construction de protection civile, elle est autonome une quinzaine de jours. Donc aujourd'hui, là où on tourne, en fait on est raccordé à l'électricité de la ville, aux eaux claires, aux usées de la ville, à l'eau potable de la ville, mais en fait la construction, on peut complètement la passer en autarcie. On a là derrière un réservoir d'eau avec 50 000 litres d'eau et ici quelques filtres à charbon actif nous permettant de filtrer les particules radioactives et les gaz de combat. Le calcul sur la construction, il est fait sur 15 jours parce qu'un filtre à charbon actif,
C'est la même chose si vous avez un masque de protection puis que le filtre il est directement sur vous. En fait, à un moment, il va être saturé, puis il va plus avoir son effet de filtre. Et là, c'est la même chose. Ces ouvrages, ils sont pas pensés en cas d'accident nucléaire ou d'élévation progressive de la radioactivité. C'est des ouvrages qui sont prévus pour le conflit armé et donc qui ont comme objectif de protéger des effets des bombes. Puis la pire qui pourrait être, c'est une bombe atomique. Mais en fait, la puissance nucléaire de la bombe atomique, elle va surtout être utilisée pour amener un effet de destruction. Alors oui, il y aura de la radioactivité, mais enfin, c'est pas le même type de dommage que ce qu'on va avoir avec une centrale nucléaire qui a une avarie avec une élévation progressive de la radioactivité. En fait, on le voit assez bien dans le film Oppenheimer. En fait, on utilise la puissance nucléaire pour donner de la force. Et puis en fait, cette force-là va avoir une puissance destructrice, mais à un moment, ces particules radioactives, elles retombent. Donc on est évidemment soumis à une radiation, mais si on ne les ingère pas et qu'on se protège les voies respiratoires, on peut quitter la zone, on est exposé à de la radioactivité, mais on ne va pas l'ingérer. À la différence d'un accident de centrale nucléaire, où là, il y a vraiment une élévation progressive, et puis en fait, ce rayonnement, il augmente au point de devenir nocif pour notre santé, ce qui nous oblige de fuir et de partir. Donc en fait, en cas d'accident nucléaire, on ne mettrait pas les gens dans les abris, soit on leur demanderait de partir, de quitter la zone, si on est à proximité de la zone qui est concernée, ou alors, le temps qu'un nuage passe, ils doivent rester confinés chez eux. Enfin, il y a différentes mesures de santé publique qu'on peut prendre, et puis ensuite, ils auraient peut-être certains aliments qu'ils ne peuvent plus consommer, un petit peu comme on a vécu ça il y a une quarantaine d'années avec Tchernobyl. Et puis ensuite, là en tant que tel, en fait, on arrive dans la partie cuisine qui est dans l'abri public. Les gens, ils viennent avec leur nourriture. Ici, c'est un lieu de travail, ils sont nourris, et donc dans ce cas-là, il y a une équipe cuisine qui va travailler, qui va produire. Alors, le local des vivres, où on a un petit frigo, ainsi que des étagères où on peut étaler tout le matériel possible pour un certain temps, pour une quinzaine de jours. Si demain il y a un conflit, qui est à la surface pour ravitailler justement, comment ça s'organise? Au moment où on occupera l'ouvrage, on aura des stocks. Et puis après, les chaînes alimentaires, il faudra les garantir parce que la population, elle doit pouvoir continuer de se nourrir, aussi en cas de conflit armé. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'ouvrages de protection qui étaient utilisés pour d'autres usages, des salles de répétition, des galeries d'exposition, etc. On distingue deux types d'ouvrages, des ouvrages privés qui sont dans des bâtiments privés, des ouvrages publics qui sont destinés à la population plutôt sur des sites publics. Et l'objectif, c'est que ces ouvrages puissent servir à autre chose. Ça ne sert à rien d'avoir des ouvrages qui sont vides, dont on y trouve de tout, hein, des pistes de pétanque, des stockages d'archives. Enfin, les communes sont relativement créatives par rapport à ça. Ou alors, pendant la crise ukrainienne, on a utilisé certains ouvrages pour y accueillir des réfugiés. On évite de le faire, mais c'est des solutions ultimes si on n'a pas d'autres possibilités. Mais l'objectif, c'est que, sous un délai assez court, on puisse les remettre en configuration d'abri. Absolument. Donc les constructions de protection civile destinées à la protection civile sont activables immédiatement. Elles doivent être disponibles rapidement. Par contre, pour les abris publics et les abris privés, la Confédération fixe en général un délai de 5 jours. Il y a une question que moi je me pose et que je pense beaucoup de gens se posent, c'est moi j'ai un chien. Est-ce qu'en cas de crise, de menace, d'attaque nucléaire, on peut venir dans les abris avec ces animaux de compagnie ? Alors, a priori, les ouvrages ne sont pas destinés à accueillir des animaux de compagnie. On voit bien quelle est la dynamique d'un conflit armé. Quand le pays est pris dans un conflit, il y a des gens qui quittent le territoire. Il y a une partie de la population, puisqu'on a un service obligatoire qui sera forcément engagé soit dans les rangs de la protection civile, soit dans les rangs de l'armée. Et donc tout ça, ça va libérer des places dans les ouvrages. Et puis peut-être qu'un animal de compagnie pourra intégrer l'ouvrage. Et une autre question aussi, c'est que je suis français, autour il y a l'Italie, il y a l'Autriche, il y a l'Allemagne également. Qu'est-ce qui se passe pour les frontaliers? Est-ce que les frontaliers qui auraient besoin d'un abri peuvent passer la frontière pour se réfugier dans des abris suisses? Ce concept, il est vraiment prévu pour y mettre des résidents. Et puis, a priori, on a une place protégée à son lieu de domicile. Mais aujourd'hui, la réalité fait que les gens habitent à quelque part, travaillent ailleurs, pendulent énormément, en Suisse aussi. On travaille facilement à 50 ou 100 km de son domicile. Et puis c'est clair que quand on voit comme ça se passe aujourd'hui en Ukraine, si tout d'un coup dans une ville il y a une alerte parce qu'il y a des attaques de missiles ou de drones et qu'il faut se protéger, il faudra qu'on trouve des solutions à l'avenir pour pouvoir offrir des possibilités aux personnes qui sont là à un endroit donné pour les protéger. Ça peut être des frontaliers, ça peut être des gens qui habitent ailleurs mais qui sont résidents suisses mais qui ne sont pas forcément calculés dans les contingents.
Et si vous vous demandez où sont situés les abris en France, il y en a plusieurs. Il y en a notamment 14 sous Radio France. On peut compter également l'abri sous l'Elysée de 250 mètres carrés. Il y a le sous-marin Le Redoutable à Cherbourg. Et on pourrait également compter sur certaines stations de métro qui pourraient être converties pour une période donnée. J'espère que cet épisode des explorations de Flo vous a plu. Pour plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à notre page.